Tout est prêt, Monsieur le Président. Alma dans la sphère, chapitre 10. Johannesburg, Afrique du Sud. 2 septembre 2002. Il essaye de compter combien de mains il a serrées depuis son arrivée dans cette ville. Beaucoup trop, pense-t-il. Il aurait aimé être en France à ce moment précis. S'il avait pu, il aurait changé la date de ce sommet. Mais c'était impossible. Il doit se contenter de son discours ici, en terre étrangère. Tout cela n'aura bientôt plus d'importance, il le sait, mais il ne peut s'empêcher de s'attrister du symbolisme. Au moins, ce sommet discute de l'avenir, pense-t-il. Un avenir qui arrive plus vite qu'on ne le pense. Il sort une feuille de papier et griffonne quelques mots dessus. Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs. Ce sera parfait comme introduction. Monsieur le Président ? Monsieur le Président ? Par ici, s'il vous plaît. C'est à votre tour. Tiré de ses pensées, l'homme avance dans un couloir et suit l'assistant qui mène la marche d'un pas déterminé. Des dizaines de personnes en costume, badge autour du cou, sont affairées de toutes parts. La plupart se retournent pour l'observer. Il ne voit aucun visage familier. L'assistant le guide jusqu'à arriver dans un grand hall, où des dizaines de représentants de la plupart des États du monde siègent dans des fauteuils rouges, casques sur les oreilles, prenant des notes ou discutant avec leurs voisins. Un carré de journalistes au loin déborde de caméras et d'hommes et de femmes. Une caméra le suit à la trace dès lors qu'il s'approche de l'estrade à quelques mètres des premiers fauteuils rouges. Pour la première fois, il prend vraiment conscience des centaines de personnes présentes dans ce grand hall. Il grimpe les quelques marches et repère une personne sur sa droite qui lui lance un regard entendu. Il la salue en faisant une légère courbette, rassuré d'avoir quelqu'un qui saura détecter l'authentique profondeur de son discours. Ce discours, il le fait pour les hommes et les femmes, pour le futur des hommes et des femmes. Ce futur qui est si proche dorénavant. Dieu sait qu'il aurait préféré le faire sur le sol français, pour le symbole. Ce sol français qui bientôt n'aura plus le même sens qu'avant. En avançant dans son discours, il sent ses mains devenir de plus en plus moites. L'heure approche. La Terre et l'humanité sont en péril. Et nous en sommes tous responsables. Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux. Sur tous les continents, les signaux d'alerte s'allument. L'Europe est frappée par des catastrophes naturelles et des crises sanitaires. L'économie américaine, souvent boulimique en ressources naturelles, paraît atteinte d'une crise de confiance dans ses modes de régulation. L'Amérique latine est à nouveau secouée par la crise financière et donc sociale. Le public est attentif à chacune de ces paroles. Les journalistes, dans leur coin, prennent des notes et vérifient leur cadre dans le viseur des caméras. L'homme cherche des yeux les siens dans la salle. Il a l'impression d'en reconnaître plusieurs à leur sourire discret et entendu. L'heure est grave, mais il semble comblé. Le discours s'adresse à eux. Il est temps d'affirmer et de faire prévaloir un intérêt supérieur de l'humanité qui dépasse à l'évidence l'intérêt de chacun des pays qui la composent. Il appuie cette dernière phrase d'un regard tranchant. Les siens reconnaissent ses paroles. Ils savent. Il termine son discours. L'humanité a rendez-vous avec son destin. Et quel plus beau lieu que l'Afrique du Sud pour franchir cette nouvelle étape humaine. Toute la salle applaudit. Des centaines et des centaines de mains qui s'entrechoquent sans cesse pour manifester leur contentement. Il les savoure un court instant puis se retire de l'estrade, sans manquer de serrer quelques mains auparavant. Son service de sécurité le rejoint. Il est composé de 3 hommes robustes en costume, oreillettes fixées, œils aguerris. Tout est prêt, Monsieur le Président. Il marche d'un pas décidé, plus sûr de lui que jamais. Sur le chemin, on essaye de l'alpaguer, de lui poser des questions. Il ne répond à rien. L'heure n'est plus au serrage de main. L'heure n'est plus à la politique. Il pénètre dans une pièce à l'écart de la cohue. L'un de ses agents de sécurité ferme la porte, un autre reste devant pour la surveiller. Une petite table à hauteur de hanche est posée sur une bâche en plastique étalée au milieu de la pièce vide. Dessus,
Un hachoir d'une trentaine de centimètres scintille dans la lumière blanche du plafonnier. Il paraît si pur, pense l'homme. Vous êtes prêt, monsieur le président ? Prêt ? Il marque une pause. Prêt, oui, je le suis. Il est temps de rendre justice à Dieu et au Christ. Il s'approche de la table et commence par enlever sa ceinture. Les deux hommes se placent de chaque côté de lui. Il baisse son pantalon et saisit ses parties dans sa main gauche. Il échange un regard avec l'agent de sécurité à sa droite. Celui-ci lui offre silencieusement du courage et l'attrape par l'aisselle. Le deuxième agent saisit l'autre aisselle. Enfin, le moment est arrivé. L'avènement est imminent. Il saisit le hachoir et aplatit ses testicules avec attention sur la table, en prenant soin d'écarter son pénis. Il prend alors une grande inspiration et hurle de tous ses poumons en abattant la lame. Une seconde passe. Il n'ose pas regarder. Un des agents de sécurité se risque à jeter un œil vers le bas. Le président suit son regard. Le sang macule ses cuisses et s'échappe par jets de son triangle génital. Ses testicules gisent sur la table, tout à fait détachés de lui. Sa main tremblante, le hachoir au sol, le bruit du métal frappant le béton. Il s'effondre enfin, retenu par les deux agents. D'une voix sombre et grave, il murmure en tenant le président. Le Christ a ressuscité. L'homme ensanglanté reprend vaguement conscience au bout de quelques secondes. Dieu, je suis enfin pur, pense-t-il. Enfin pur. Tout se sent. Le Christ a ressuscité. Il perd connaissance.